qui a été envoyé sur Internet en Bitcoin, et que j'essaie de modifier le destinataire, le montant ou quoi que ce soit, la signature électronique de la transaction devient immédiatement invalide. Ce qui fait que ma transaction ne sera jamais acceptée. Ça, c'est un avantage certain par rapport à des moyens de paiement tels que la carte bleue, puisque quand vous utilisez votre carte bleue, vous envoyez le secret de la carte bleue, et que si quelqu'un l'intercepte, à partir de là, il va pouvoir se servir allègrement sur votre compte en banque. Pour info, la fraude à la carte bleue en France, c'est quand même 500 millions d'euros. Donc le Bitcoin, c'est quelque chose aussi qui pourrait pallier à tous ces genres de problématiques, notamment en matière d'e-commerce. Ceci dit, vous avez plein d'autres moyens de paiement qui existent à l'heure actuelle, et des moyens de paiement qui peuvent être sécurisés, qui peuvent être rapides. Vous avez PayPal, vous avez Apple Pay, vous avez Android qui arrive sur le marché. Alors pourquoi est-ce qu'on a un tel engouement et un tel intérêt sur le Bitcoin? C'est parce que le Bitcoin a une caractéristique fondamentale que tous ces autres moyens de paiement n'ont pas. Le Bitcoin est une monnaie qui est dite complètement décentralisée. Alors décentralisé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que derrière le Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas d'individu. Il n'y a absolument rien, personne. C'est une monnaie complètement décentralisée où personne ne va prendre les décisions. Alors, personne, c'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où qu'est-ce qui contrôle le Bitcoin? C'est un algorithme informatique. Cet algorithme a pour nom, de la même façon que la monnaie, il s'appelle le Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est à la fois et c'est à la fois l'algorithme qui gère le fonctionnement de cette monnaie. Alors, comme on est sur un système complètement décentralisé, où il n'y a pas d'intervenant central qui peut prendre les décisions, cet algorithme, il doit être complètement transparent. Et de fait, il l'est. N'importe quel informaticien ou n'importe quelle personne qui le désire a la possibilité d'aller lire le contenu de l'algorithme Bitcoin. Il est disponible sur Internet, il est complètement accessible à tout un chacun et son fonctionnement est complètement transparent. Donc transparence sur l'algorithme, transparence également sur l'intégralité de toutes les transactions. Donc toutes les transactions qui ont lieu depuis le 3 janvier 2009, le jour de la création du Bitcoin, sont gravées à vie sur une base de données. Cette base de données, on l'appelle la blockchain. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. La blockchain, c'est ça. C'est juste un registre qui contient l'intégralité de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le Bitcoin. Ce registre est lui aussi complètement public. N'importe qui a la possibilité de lire le contenu de la blockchain et de lire l'intégralité des transactions qui ont eu lieu sur le réseau depuis le jour de sa création. Transparence du réseau, transparence de l'algorithme, voilà les caractéristiques qui font que le Bitcoin est une monnaie qui est complètement décentralisée et gérée par juste ce protocole informatique. Donc vous voyez, là je vous ai décrit les caractéristiques techniques du Bitcoin, qui permettent de faire donc des transactions rapides, des transactions sécurisées à travers un réseau qui ressemble au réseau peer-to-peer. Il existe une dernière caractéristique intéressante du Bitcoin, et là c'est une caractéristique qui n'est pas technique mais qui est financière. La quantité totale de Bitcoin qui sera disponible sur le marché est strictement limitée par l'algorithme. On ne pourra jamais dépasser une limite fixe absolue qui est à de 21 millions de Bitcoin. Aujourd'hui, on en est déjà à 16 millions et demi de Bitcoin et la création monétaire, l'augmentation du nombre d'unités de Bitcoin va se ralentir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à cette limite absolue de 21 millions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça? L'idée, c'était de créer une monnaie qui est une rareté intrinsèque. Une rareté intrinsèque, ce qui fait que le Bitcoin a un fonctionnement qui est globalement assez proche de celui des métaux précieux, tels que l'or, l'argent, etc. De la même façon que pour l'or, l'argent et les autres métaux précieux, vous en avez une quantité limitée. Vous avez des mines d'or, des mines d'argent qui sont exploitées et qui sont épuisées au fur et à mesure. Le jour où on aura épuisé la dernière mine d'or, on sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. De la même façon, pour le Bitcoin, le jour où on arrivera à 21 millions, on s'échangera juste les Bitcoins qu'on aura créés. L'idée étant que, comme on n'a pas de banque centrale, comme on n'a pas d'organisme qui contrôle l'émission de Bitcoin, on va en définir une quantité qui est fixe et qui ne pourra jamais être modifiée. C'est ça, fondamentalement, qui crée beaucoup d'intérêt, notamment pour les gens qui veulent investir dans le Bitcoin, puisque on a un produit qui a une rareté intrinsèque et dont le cours va être fixé par l'offre et la demande sur des marchés internationaux. Vous avez justement le cours qui vous est affiché juste derrière moi.
Aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut environ 6800 euros. Malgré tout, pour les gens qui souhaiteraient un jour investir, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Vous pouvez très bien acheter un demi-Bitcoin, un quart, un dixième, ça pose aucun problème. Un Bitcoin, ça peut être divisé jusqu'à 8 décimales. Et donc, je peux très bien avoir, par exemple, des millionièmes de Bitcoin. Vous voyez, en résumé, une monnaie qui est simple à utiliser, qui permet de faire des transactions rapides, des transactions sécurisées, fonctionnant sur un système complètement décentralisé, sans contrôle central, et avec une rareté intrinsèque et une limite fixe à 21 millions d'unités. Voilà en gros les caractéristiques fondamentales et essentielles du Bitcoin. Maintenant, je vais pouvoir commencer à prendre vos questions. Monsieur. Je voulais savoir, par rapport justement à l'aspect décentralisation et le fait qu'il y a une concentration de mineurs sur certains pays, notamment après les constitutions de pools, est-ce que ça ne menace pas justement la décentralisation? Donc la question c'est, est-ce que la centralisation du minage pose un problème sur le Bitcoin? Oui, bien sûr. Alors, sans aller trop dans les détails, je vous demanderai essayer de garder les questions un peu plus techniques sur la fin de mon intervention, sinon je vais perdre beaucoup de monde. Oui, ça représente un problème. Toute centralisation sur les aspects du réseau est négative et dommageable pour le réseau. Vous parlez de sécurité, piratage, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut être piraté? Oui. Alors, est-ce qu'on peut être piraté en utilisant le Bitcoin? Oui, avec plusieurs facteurs différents. Le premier facteur, c'est que si jamais vous avez des bitcoins et que vous les avez par exemple stockés sur un ordinateur que vous possédez et que, pardon, je suis navré, et que cet ordinateur se fait pirater, d'accord? Bien évidemment, si quelqu'un a accès à votre ordinateur et que les bitcoins sont stockés dessus, il va pouvoir prendre le contrôle du portefeuille et le vider. D'accord. Une autre source de piratage qui malheureusement a déjà eu lieu plusieurs fois, c'est le fait que si vous conservez vos bitcoins sur des plateformes en ligne, si vous conservez vos bitcoins sur des plateformes en ligne et donc que vous les confiez à une entreprise, là on a un modèle qui est relativement proche du modèle bancaire, eh bien si cette plateforme se fait pirater, eh bien, on sera capable de vider votre portefeuille. Par contre, si vous avez un portefeuille qui est stocké, qui est sécurisé, là, a priori, vous n'avez rien à craindre. À l'heure actuelle, il n'y a eu aucun problème de ce type. Alors concrètement, c'est quoi un portefeuille sécurisé? Alors, on en a ici. Ici, vous avez un portefeuille qui s'appelle Ledger Wallet. Vous voyez, ça ressemble à une clé USB, mais c'est un portefeuille matériel. C'est un petit ordinateur dont le but est de stocker des crypto-monnaies et de les stocker en toute sécurité sur du long terme. Et donc ça, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Et pour l'instant, sur ce produit-là, il n'y a eu aucun problème de sécurité. Du coup, si on se fait voler cette clé, c'est la même chose. Il y a Alors, la clé, elle est protégée par un code PIN. D'accord. Et en plus, vous disposez d'une sauvegarde. Elle est où la sauvegarde? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. La sauvegarde d'un Ledger Wallet est sous la forme d'une liste de 24 mots qui vous sont générés lors de son initialisation. Donc bien entendu, cette liste, cette sauvegarde, il faut la garder précieusement. Monsieur. Vous parliez des quantités de bitcoin qui seraient mis de 21 millions à terme. Est-ce que les altcoins issus des précédents forks, par exemple le Bitcoin Gold, le Bitcoin Cash, ont le même niveau de seuil, ou est-ce que c'est des monnaies des alts qui sont indépendantes qui peuvent mener plus haut? Donc la question c'est, est-ce que le Bitcoin Cash et les autres forks du Bitcoin ont également des limites à 21 millions? Pour le Bitcoin Cash, oui, il y a une limite à 21 millions. Pour le Bitcoin Gold, elle est tellement récente que je ne sais pas encore. A priori, ça devrait être la même limite, mais ce n'est pas encore certain. Par contre, pour répondre un peu plus en avant à votre question, à l'heure actuelle, il y a d'autres monnaies qui ont été créées sur le même principe que le Bitcoin. Aujourd'hui, on en trouve plus de 2000. C'est l'ensemble de toutes les crypto-monnaies. Et sur toutes ces crypto-monnaies, le modèle il va être différent. Vous en avez certaines dont la quantité émise sera infinie, il n'y aura pas de limite. Vous en avez certaines dont l'émission a déjà été complétée, ils en ont émis une certaine quantité, ils se sont arrêtés là. Et vous en avez d'autres qui ont un modèle un peu similaire au Bitcoin, c'est-à-dire il y aura une création
qui va s'arrêter un jour proportionnellement. S'il vous plaît, justement, par rapport à ces altcoins, quels sont les avantages, les différences par rapport au Bitcoin? Les plus en vogue, par exemple, le Dash, Alors, les avantages des autres crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, eh ben, ça dépend. Comme vous en avez 2000, ben, vous avez à chaque fois une proposition de valeur différente, avec des fonctionnements différents, avec des méthodes de création monétaire différentes. Il faut vraiment s'informer dessus. Les plus en vogue? les plus en vogue, les plus valorisés à l'heure actuelle, outre le Bitcoin, ça va être l'Ethereum, ça va être le Bitcoin Cash, qui est un dérivé du Bitcoin, et ça va être le Ripple. Alors, je ne vais pas aller tout de suite dans les détails, reposez-moi la question un peu plus tard, je vais prendre juste des questions plus génériques. Monsieur. Je veux juste savoir, faire un lien, on ne peut pas acheter une autre crypto-monnaie si on n'a pas de Bitcoin? Si, bien sûr. À la maison du Bitcoin, ici, par exemple, vous pouvez venir à n'importe quel moment et acheter jusqu'à 300 crypto-monnaies différentes. D'accord. Une précision, Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin sera utilisé, on va dire plus concrètement, parce que pour l'instant on voit bien que c'est plus un objet de spéculation et de recherche de valeur, comme l'or, hein, vous en parliez tout à l'heure. C'est pas une monnaie qui est pratique à utiliser, parce que quand il faut payer en 0,001, c'est quand même pas très pratique. Bon, il y en a un nombre qui est très limité, donc je ne sais pas si tout le monde pourra en profiter un jour. Est-ce que vous pensez que c'est la monnaie qui va un jour être utilisée quand il n'y aura plus d'euros, il n'y aura plus de dollars? On n'est pas encore là, mais ça peut arriver. Alors, c'est beaucoup de questions en même temps, monsieur. Donc, est-ce que je pense que le Bitcoin pourrait être utilisé dans la vie de tous les jours? Déjà, je pense que oui. Notamment en matière d'e-commerce, je pense que la proposition de valeur du Bitcoin par rapport notamment à un paiement en carte bleue est extrêmement forte. Paiement en carte bleue, vous prenez tout un tas de risques lorsque vous exposez votre carte bleue et lorsque vous faites un transfert sur Internet. À l'heure actuelle, un paiement en carte bleue, on en est encore à la technologie des années 70. Quand vous arriviez chez un marchand et qu'il utilisait son sabot pour faire une copie de votre carte bleue, c'est la même technologie. Vous envoyez juste le secret de votre carte bleue et vous dites, OK, prélevez-moi le montant que j'espère qui sera limité. Donc, le Bitcoin, je pense que ça peut répondre très fortement à ce genre de problématique, notamment en matière d'e-commerce, pour pouvoir faire des transactions rapides, des transactions sécurisées et des transactions sans intermédiaire. Monsieur. Moi, j'ai un doute justement, parce que la carte bleue, c'est immédiat. Le Bitcoin, dans le meilleur des cas, c'est 10 minutes. C'est vrai. Donc, notez, par rapport à ce que je vous ai dit au départ, la transaction, la question c'est sur le délai des transactions. La transaction en Bitcoin, elle est à peu près immédiate. C'est-à-dire, si je vous fais un transfert en Bitcoin, vous allez le voir apparaître immédiatement, quasiment immédiatement, sur votre portefeuille. Par contre, il y a effectivement ce qu'on appelle une vérification du réseau, ce qui fait que la transaction ne pourra être confirmée qu'au bout d'une dizaine de minutes environ. Ça veut dire qu'on obtient les biens. Levez la main, s'il vous plaît, monsieur. Ça veut dire qu'on obtient les biens qu'on a achetés 10 minutes après, ou est-ce qu'on a immédiatement ce qu'on a acheté, et on lieu d'attendre 10 minutes avant que la transaction soit confirmée. Par exemple, si j'achète une paire de chaussures, enfin, je sais pas. Alors, en matière de commerce, vous avez notamment des systèmes qui vont permettre à des commerçants d'accepter les paiements en Bitcoin et d'avoir des garanties sur le fait qu'ils seront réglés dans tous les cas. Même s'il faut attendre une dizaine de minutes qu'il y ait une confirmation sur le réseau, rien qu'en regardant un peu la tête de la transaction au moment où elle est envoyée sur le réseau, on peut raisonnablement affirmer qu'elle sera confirmée et qu'elle sera acceptée sans problème. Monsieur. Pour l'avenir du fonds, concernant justement, il n'est normalement pas autorisé dans tous les pays du monde. Du fait, par exemple, il y avait plein d'informations qui ont mené à vraiment changer la valeur du Bitcoin, surtout les pays asiatiques comme la Chine. Donc, est-ce que vous pensez que il sera universalisé d'une manière un petit peu qui sera unifié dans tout le monde, ou bien ça restera comme ça, chaque pays a sa particularité et son traitement juridique? Je pense que ça restera, chaque pays, bien entendu, est capable de dire les lois qui s'appliquent sur son territoire. Donc, à l'heure actuelle, à ma connaissance, vous avez à peu près 3 ou 4 pays qui interdisent spécifiquement l'utilisation du Bitcoin sur leur territoire. Si je me souviens, c'est la Birmanie, la Colombie et le Venezuela. Donc, c'est des pays qui sont quand même relativement mineurs. À l'heure actuelle,
au moins en ce qui concerne, s'il vous plaît, au moins en ce qui concerne les pays industrialisés, c'est-à-dire États-Unis, Europe, Japon, etc., on voit absolument aucune menace d'interdiction ou de restriction sur l'utilisation des crypto-monnaies. Et la Chine, Monsieur, s'il vous plaît. hormis la fiscalité, est-ce qu'on peut parler de territoire avec Internet? Alors oui, C'est interdit de l'utiliser des Bitcoin. Qu'est-ce qui m'empêche moi de connecter Internet d'accéder à quelque chose à moi, bien sûr. Donc les restrictions territoriales sur l'utilisation du Bitcoin, elles sont effectivement limitées. Tant que vous avez la possibilité de vous connecter sur un ordinateur qui est relié à Internet, vous pouvez effectivement faire des transactions. Malgré tout, si jamais vous avez un pays tel que la France qui décidait de l'interdiction du Bitcoin, bon bah nous déjà on fermerait. Et ensuite, tous les marchands, qui soient des marchands en ligne et les marchands physiques, qui acceptent aujourd'hui le Bitcoin, ils ne pourraient plus l'accepter. Donc ça aurait bien entendu des conséquences négatives sur le développement et sur l'acceptation du Bitcoin. dans le pays où ça serait interdit. Dans le pays où ce sera interdit. Ça pas ma paire de chaussures qui vient des États-Unis d'arriver par la poste. Bien sûr, oui. Alors, les 3 pays qui ont interdit le Bitcoin, je voulais juste savoir à titre d'information s'ils ont interdit toutes les crypto-monnaies ou juste le Bitcoin. À ma connaissance, ils ont juste interdit le Bitcoin parce que les autres crypto-monnaies sont tellement peu connues à l'heure actuelle qu'ils ne s'y sont pas intéressés. D'accord. Monsieur. Est-ce que la valorisation actuelle sur le marché, vu que ça commence à prêter attention par rapport au marché boursier, est-ce que cette valorisation-là, du coup, va fortement augmenter du fait de l'intérêt suscité par les clubs boursiers? C'est difficile à dire. Donc la question c'est sur comment est-ce que le cours va progresser, notamment en matière de quand on considère l'intérêt que les places boursières peuvent avoir sur le Bitcoin. Nous, ce qu'on a vu, c'est que vous avez notamment des fonds d'investissement, et notamment il y a un fonds d'investissement français qui va lancer un produit où ils vont proposer des Bitcoins ou des trackers sur le Bitcoin, on ne sait pas encore trop exactement. Et donc, on a clairement un gros intérêt de la part du monde de la finance sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Ce qui est normal. Quand on voit les progressions du cours à l'heure actuelle, c'est normal que ces gens puissent s'y intéresser et puissent vouloir proposer ce genre de produit à leurs clients. Alors, très clairement, si notamment les fonds d'investissement commencent à proposer des produits en rapport avec le Bitcoin, on peut raisonnablement prévoir que la demande sur le produit va croître et donc que le cours pourrait éventuellement suivre. Monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour, je travaille à la Corex et je rebondis sur ce qu'on disait parce que nous offrons une solution de financement et pour gérer les crypto-monnaies. Donc on a lancé l'ICO hier. Donc je voulais discuter à la fin du pitch. Avec plaisir. Très bien. Comme c'est une solution d'investissement. Très bien. Monsieur. Quelle est aujourd'hui la fiscalité des bitcoins ou des crypto-monnaies quand on gagne et qu'on a une plus-value ou tout un accroissement de la valeur? Et deuxièmement, si on achète chez vous, est-ce que vous déclarez automatiquement, vous avez l'obligation de déclarer au fisc ou c'est à nous de le faire? Donc, croyez pas que le fisc vous ait oublié. Donc, comment ça se passe? Lorsque vous achetez des bitcoins, par exemple chez nous, personne ne va rien vous demander. Lorsque vous allez revendre vos bitcoins, et si vous avez fait une plus-value, cette plus-value, elle doit être déclarée selon l'impôt sur le revenu. Alors, habituellement, ça va être des bénéfices non commerciaux. Vous avez le droit, a priori, d'après ce qu'on a pu comprendre en lisant les textes de loi, à un abattement de 34% sur les plus-values que vous aurez réalisées. Et le reste, 66%, ça doit être déclaré au titre de l'impôt sur le revenu. Et donc, ça rentre dans les tranches habituelles. Est-ce que c'est à nous de le faire ou vous, comme les banques, Non. avez l'obligation d'envoyer au fisc? Nous, pour l'instant, on n'a aucune obligation en ce sens. Et si jamais l'obligation arrive, elle sera pas rétroactive? À voir. À voir. Alors, juste parenthèse, lorsque vous venez à la maison du Bitcoin et chez tous les autres, lorsque vous venez à la maison du Bitcoin ou chez tous les autres professionnels, ne serait-ce qu'en Europe et aux États-Unis, on va vous demander bien entendu une pièce d'identité. Et on va garder votre pièce d'identité dans notre base de données et on va garder une trace complète de vos transactions. Ça, c'est lié au fisc? C'est pas lié au fisc, c'est surtout lié aux problématiques éventuelles de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le terrorisme. Ça veut dire que vous transmettez quand même à une administration Pas du tout. Si jamais on nous le demande,
on est capable de pouvoir fournir ces informations. Monsieur. Sur le cours actuel, c'est quoi le plancher de crash, si je puis dire? Le plancher de crash sur le cours actuel. Plancher et en second, Il y a absolument... c'est une consolidation, par exemple. alors, moi, tout ce qui concerne l'analyse technique, je considère ça un petit peu comme de l'astrologie. Donc, le cours, il est ce qu'il est, il dépend de l'offre et la demande. Ce qu'il faut être conscient sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général, c'est que c'est des produits qui restent quand même extrêmement volatiles, extrêmement spéculatifs. C'est un risque, bien entendu. En matière d'investissement, toujours le risque va être proportionnel au gain potentiel que vous pourrez effectuer. N'essayez pas, a priori, d'essayer de prévoir des choses en matière de graphique. Regardez plutôt sur le long terme et sur l'intérêt de la technologie. Oui, là, à mon sens, c'est pas de l'ordre de la prévision, mais c'est juste d'avoir un ordre de grandeur par rapport à... Parce que ça n'a pas le même fonctionnement que les marchés spéculatifs, au final. Bien sûr, c'est très difficile à définir. Madame. Dans l'e-commerce, si on vend en euros et en bitcoin, comment se fait Le change? la valeur? Oui. Alors, très simplement, quand vous arrivez sur une plateforme d'e-commerce et que vous voulez effectuer un achat, mettons par exemple showroomprivé.com, vous allez pouvoir faire vos achats en Bitcoin. Vous remplissez votre panier et au moment où vous êtes prêt à effectuer le paiement, on va vous demander, vous voulez payer en carte bleue ou vous voulez payer en Bitcoin. On va vous afficher le montant en euros et ce sera votre portefeuille qui fera la conversion, à savoir, si j'ai besoin de payer 200 euros, je dois fournir telle quantité de Bitcoin. Donc vous n'êtes pas obligé de faire l'opération mentale qui consiste à faire le change. Le portefeuille que vous aurez, il le fera automatiquement. Ça veut dire que le showroomprivé.com ne présente pas le prix en bitcoin, il le présente qu'en euros. Il fait les deux. Ils vont donner le prix en euros et en dessous le prix en Bitcoin. Madame. Je veux savoir s'il existe une liste actuellement de commerces ou Absolument. d'enseignes qui acceptent le bitcoin. Et où est-ce Alors. qu'on peut la trouver? Messieurs, s'il vous plaît, je vous remercie. Donc, il existe effectivement plusieurs listes de commerces qui acceptent les paiements en Bitcoin. Notamment, vous avez un site qui est bien fait qui s'appelle bitcoin.fr, qui regroupe plein d'endroits physiques. Messieurs, s'il vous plaît, je vous remercie. Qui regroupe plein d'endroits physiques en France qui acceptent les paiements en Bitcoin. Vous avez également plusieurs autres sites, notamment un qui est mondial, qui s'appelle CoinMap, et qui regroupe tous les commerces physiques autour du monde qui acceptent le Bitcoin. Notez que c'est quand même des sites qui sont sur lesquels l'inscription est volontaire, et donc éventuellement il peut en manquer, il peut y en avoir certains qui ne l'acceptent plus, etc. Monsieur. Alors, on voit que les différents altcoins qui sont créés sont basés sur des technologies, des projets, des programmes différents avec des usages et des domaines d'application différents. Alors, l'utilisation des tokens, donc la monnaie émise à ce moment-là, est-ce que c'est juste à destination d'utiliser le service proposé par le projet, c'est-à-dire le golem Oui. qui est basé sur ordinateur qui permet d'acheter de l'espace. Est-ce qu'on pourra utiliser De la capacité de calcul, en fait. Ouais, de la capacité de calcul. On pourra utiliser le golem exclusivement pour acheter de l'espace fiduciaire. Est-ce que le golem pourrait avoir un autre usage ou éventuellement se spéculer dessus? Alors, c'est une question assez pointue. La question, c'est est-ce que les différents tokens créés sur base, notamment Ethereum, peuvent être utilisés pour d'autres choses que pour le but initial pour lequel ils ont été créés? Je dirais que ça va dépendre de la technologie du token en question. Sur certains tokens, ce sera typiquement spécifiquement pour un projet en particulier. Sur d'autres, ça va être des choses un peu plus génériques. Monsieur. Oui, il y a beaucoup de débats sur les possibilités de blanchiment, la difficulté de tracer les bitcoins et les autres crypto-monnaies, alors même qu'on présente la blockchain comme un endroit inviolable où tout est gravé, tout est enregistré. Donc comment on peut avoir aujourd'hui toutes ces méfiances des États, d'un certain nombre d'institutions financières qui disent les crypto-monnaies c'est très dangereux, il va falloir les réguler très fortement parce que ça sert essentiellement à des usages criminels et frauduleux. Donc la question c'est sur les problématiques de blanchiment et sur l'utilisation par les criminels des bitcoins. Alors vous avez raison. Et sur la traçabilité.
Donc, comme je vous le disais au début, chaque transaction qui passe sur la blockchain est tracée. On a un historique complet du trajet d'un Bitcoin depuis le moment de sa création par le système qu'on appelle le système de minage jusqu'au moment où il est utilisé lors de la dernière transaction qui a été effectuée. Alors vous avez raison sur le fait que les criminels, en général, lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, ça va être les premiers qui vont s'engouffrer pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et bien souvent, les États et la police notamment aura un train de retard. Malgré tout, justement, les autorités sont maintenant en train de rattraper leur retard. Cette année, en 2017, on a vu les premières arrestations de trafiquants de drogue, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et dans un autre pays européen, parce que, ça y est, les autorités, et notamment les polices, ont commencé à développer des outils d'analyse de la blockchain pour pouvoir récupérer la trace de transactions. Donc effectivement, on commence à voir apparaître des outils qui vont permettre à ces autorités de pouvoir remonter la trace et de pouvoir remonter la chaîne des transactions jusqu'à des individus. De plus, en parallèle, vous avez aujourd'hui tous les professionnels qui vont vous vendre et qui vont vous acheter du Bitcoin, qui aujourd'hui vont prendre votre pièce d'identité. À l'heure actuelle, ça devient extrêmement difficile, au moins chez un professionnel, de pouvoir acheter des Bitcoins sans devoir montrer patte blanche et sans montrer votre identité. Et dernier point sur cette problématique, nous, à la maison du Bitcoin, on n'accepte même plus les espèces. Donc on va accepter uniquement des paiements en carte bleue ou en virement bancaire, ce qui en plus garantit une nouvelle couche de vérification et de traçabilité sur les transactions. Ce qui veut donc dire que le train de retard des autorités, il était lié au manque d'outils d'investigation de la blockchain qu'ils avaient, pas à une technologie qui, par définition, leur échappait. Exactement. Monsieur, allez-y. Admettons que la blockchain est anonyme. Oui. Voilà. Seulement moi, si je fais une transaction avec mon token, le portefeuille de Bitcoin, je vais apparaître sur la blockchain et cette blockchain est publique en fait. Oui. Donc toutes mes transactions vont apparaître en public. Et si un jour quelqu'un sait en fait que mon token c'est moi, en fait, je ne deviens plus anonyme. Là, je voudrais savoir si vraiment quelqu'un peut savoir toutes les transactions personnelles que j'ai fait depuis le début. Alors, la question c'est, si quelqu'un connaît mon adresse Bitcoin ou mon adresse de token, est-ce qu'il peut voir toutes mes transactions? Oui, très clairement. Malgré tout, la plupart des portefeuilles modernes, tels que le Ledger Wallet, vont, pour chaque nouvelle transaction que vous effectuez, vous générer une nouvelle adresse. D'accord. Donc de ce fait-là, vous avez quand même votre vie privée qui est relativement bien protégée. Mais très clairement, comme je vous le disais il y a une minute, ce qui intéresse fondamentalement les États, ça va être l'interface entre le monde de l'euro, le monde du dollar et le monde du Bitcoin. C'est à ce moment-là que véritablement les autorités voudront vous identifier. Et je pense que s'il y a une régulation, et il est possible effectivement qu'il y en ait une par exemple en 2018, s'il y a une régulation, ce sera sur ces aspects-là. Sur... Les personnes sont malhonnêtes, savoir exactement combien je dépense pour acheter une voiture, si j'achète une Maserati ou une de chevaux. Alors oui, si on connaît votre adresse Bitcoin ou l'adresse de votre portefeuille, on est capable de voir les transactions qui ont été effectuées avec cette adresse. Mais les portefeuilles modernes vont vous proposer à chaque nouvelle transaction une adresse différente. Monsieur. S'il vous plaît. Pour les autres crypto-monnaies, comment différencier entre les vraies crypto-monnaies et les scams, surtout dans le domaine de trading? Donc, il y a des méthodes de... Alors, comment on différencie entre une vraie crypto-monnaie et une arnaque? La première chose, ça va être les promesses. Si jamais vous avez un site qui vous dit envoyez-moi votre argent, je vous garantis un pourcentage de 2, 3, 5% par jour, par mois, etc., fuyez immédiatement. Si on vous dit on vous garantit que vous aurez tel pourcentage sur un mois, sur un an, etc., il n'y a personne qui peut vous affirmer ça. Avec un cours du Bitcoin qui est volatile, qui évolue en fonction des jours, etc., personne ne pourra vous garantir un revenu fixe et régulier. L'autre façon de vérifier ça, c'est est-ce que lorsque vous achetez une crypto-monnaie,
vous avez la possibilité de la stocker vous-même, typiquement sur un Ledger Wallet. Est-ce que vous avez la possibilité de la retirer de la plateforme, par exemple, où vous l'aurez acheté, et de la stocker sur un portefeuille que vous possédez? Si vous n'avez pas cette possibilité, si vous êtes obligé de rester sur le site sur lequel vous l'avez acheté, attention, ça peut être une escroquerie. Si vous avez la possibilité de retirer votre crypto-monnaie et de la stocker librement, c'est déjà plus raisonnable. C'est le premier volet. Il y a un deuxième volet. Il y a vraiment des autres crypto-monnaies, mais ils donnent des promesses pas pour investir ou quelque chose comme ça, mais par exemple, ils veulent, par exemple, leur valeur va être en hausse, mais en fin de compte, ils descendent à un satoshi, ils restent comme ça. Donc il y a plein de... Je vais pas donner Après, c'est en fonction du succès de la proposition technologique de la monnaie en question, de l'entreprise qui peut être derrière la création d'un token. Si l'entreprise réussit et qu'elle se développe et que son activité prospère, le cours de leur token il va avoir tendance à augmenter. S'ils font n'importe quoi avec les fonds de leurs souscripteurs, le cours aura tendance à s'effondrer et même à disparaître. Donc ça, il faut bien entendu s'informer, voir un peu les différentes propositions des différentes ICO notamment, pour savoir si c'est des gens qui donnent des propositions raisonnables ou pas. Monsieur. Puisqu'on en a discuté des nouvelles crypto-monnaies, des ICO, qu'est-ce que vous pensez de Metronome qui va bientôt sortir? Alors Metronome, c'est une nouvelle ICO, un nouveau token qui va être lancé en décembre. Et il nous semble assez prometteur dans la mesure où on en entend extrêmement souvent parler, la preuve, et que l'idée étant sur Metronome de pouvoir faire des transactions inter-blockchain. Donc de faire des transactions d'une blockchain à une autre, par exemple de transférer du Bitcoin en Ethereum, etc. très rapidement. Pourquoi pas, sachant qu'en plus ils ont réussi à mettre dans l'équipe Monsieur Garzik, qui est un des développeurs core de Bitcoin. Donc ça nous semble relativement prometteur. Après c'est difficile de prévoir comment elle va continuer. Mais très clairement, oui, c'est quelque chose dont on entend assez souvent parler. Quelle est la probabilité que Bitcoin Cash dépasse un jour Bitcoin? La probabilité que le Bitcoin Cash dépasse un jour le Bitcoin, je dirais qu'elle est relativement faible. Dans la mesure où j'ai eu un article il y a même pas 2 jours où il faisait justement une comparaison intéressante. Il disait il y a plusieurs facteurs qu'on peut considérer. Le premier facteur, c'est que sur la blockchain Bitcoin, vous avez à peu près 2000 transactions qui passent toutes les 10 minutes. Sur la blockchain Bitcoin Cash, vous en avez à peu près une quarantaine. Alors, d'accord. Seulement, l'idée déjà, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé. Il y a très très peu de transactions qui ont lieu sur la blockchain Bitcoin Cash. Donc du coup, déjà, ça semble indiquer que ce soit quelque chose qui ne soit pas utilisé au quotidien pour faire des transactions entre des personnes ou des entreprises, mais que ce soit surtout une bulle spéculative. Et le deuxième point intéressant que j'ai lu, c'était que sur la blockchain Bitcoin, vous avez à peu près une centaine de développeurs qui travaillent à l'amélioration du protocole, qui sont des programmeurs de haut niveau, qui sont des gens qui savent très très bien faire leur travail et qui le font consciencieusement. Laissez-moi finir s'il vous plaît. Et alors que sur la blockchain Bitcoin Cash, vous avez en tout et pour tous, je me souviens, 2 développeurs, et qui en plus ont déjà fait des bêtises assez sévères sur l'évolution du protocole qu'ils ont proposé. Les développeurs de Bitcoin peuvent très bien aller sur Bitcoin Cash. Mais ils n'y vont pas. Parce qu'ils ne croient pas au projet. Ils avaient annoncé que dans 6 mois, ils pourraient, soi-disant, être mainstream. Oui, ils annoncent ce qu'ils veulent. Alors, en août 2017, vous avez donc des gens qui ont fait une sorte de clone du protocole Bitcoin. Et ils ont appelé ça le Bitcoin Cash. Les différences fondamentales, c'est que le Bitcoin Cash permet de faire plus de transactions au quotidien que le Bitcoin. À l'heure actuelle, le protocole Bitcoin a une limitation. Cette limitation, c'est à peu près, on a la possibilité de faire à peu près 300 000 transactions par jour sur le réseau Bitcoin, et pas plus. Alors, c'est une limitation sur laquelle, justement, l'équipe de développeurs qui maintient le protocole travaille. Mais pour l'instant, on est limité à environ 300 000 transactions par jour. L'idée du Bitcoin Cash, c'était de multiplier par 8 la taille, le nombre de ces transactions possibles au quotidien. C'est à peu près la seule différence fondamentale entre les deux. Donc la taille des blocs. Donc la taille des blocs. 8 mégaoctets par bloc. Monsieur. Est-ce qu'on pourrait
Est-ce qu'on peut craindre une obsolescence du Bitcoin? Bien entendu, oui. Je dirais même que c'est le plus gros danger auquel le Bitcoin fait face aujourd'hui, c'est qu'il y ait d'autres crypto-monnaies qui puissent arriver sur le marché, qui existent déjà notamment, et qui permettent de faire des transactions plus simplement, de faire plus de choses, de faire des transactions plus complexes. À l'heure actuelle, je dirais la plus grande menace sur le Bitcoin, c'est très clairement l'Ethereum. Qui n'est pas fini en termes de... Levez la main, s'il vous plaît. Monsieur. Il y avait pas aussi par rapport aux ordinateurs quantiques qui ont représenté une menace sur le crypto-monnaie? Alors, on pose souvent la question sur les problématiques autour des ordinateurs quantiques. Oui, si vous avez un ordinateur quantique qui est capable de revenir de ce qu'on appelle une clé privée vers d'une clé publique vers une clé privée, effectivement, vous pourriez vider mon portefeuille sans que je m'en aperçoive. Malgré tout, je dirais que si un jour, et ce n'est pas encore le cas, on a des ordinateurs quantiques, je dirais que le Bitcoin serait vraiment le cadet de nos soucis. Parce que notamment tout le système bancaire utilise également tous les mécanismes de cryptographie et représenterait bien entendu une cible beaucoup plus intéressante pour des hackers potentiels. Monsieur. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant les outils que les polices développent pour retracer ou retrouver des mouvements. Est-ce que ça veut dire que les altcoins, si les projets sont basés sur l'anonymat et la confidentialité, sont à l'échec quelque part, puisqu'il y aura toujours la possibilité de surpasser leur... Alors, concernant l'anonymat des altcoins, certains altcoins ont des technologies beaucoup plus fortes au niveau de l'anonymat. On peut citer par exemple Monero. Et Monero, sur la blockchain Monero, par contre, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible, de pouvoir remonter des transactions à travers la blockchain. Donc ça, c'est évidemment un problème pour les autorités. Je ne sais pas s'il y a à l'heure actuelle une solution possible. Par la façon dont est construit le protocole Monero, il ne permet pas de remonter d'une transaction à une autre. Monsieur. Oui, je voulais savoir, parler de 100 développeurs qui agissent sur la blockchain. Je voulais savoir en fait pourquoi est-ce qu'ils ont cette place-là, enfin, qui leur donne autorité, pourquoi ils font ça, quel est leur intérêt, est-ce qu'ils sont payés, voilà. Ok, donc sur les développeurs de la blockchain Bitcoin, il y a à peu près une centaine de développeurs qui sont répartis dans le monde et qui ont la possibilité de faire évoluer le protocole Bitcoin. Alors, qui sont ces gens? La plupart du temps, c'est des gens qui ont été nommés par cooptation. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont proposé des modifications au protocole, qui on a trouvé intéressant, et que, au fur et à mesure qu'ils ont montré le sérieux des propositions qu'ils effectuaient, on les a fait rentrer dans l'équipe pour qu'ils puissent avoir la possibilité de faire évoluer le protocole. La plupart de ces gens sont répartis de par le monde. Certains font ça juste pour le plaisir, mais vous en avez pas mal qui sont à l'intérieur d'une entreprise. Cette entreprise s'appelle Blockstream et dont les employés sont répartis à peu près de par le monde. Et parmi qui, vous dites, on a jugé qu'ils étaient compétents, qui est ce eux? Les anciens développeurs. Alors tout ça, ça fonctionne sur des projets identiques à tous les projets qui tournent autour du logiciel libre. Je ne sais pas si vous connaissez les principes du logiciel libre, notamment sur Linux et des systèmes semblables. Tous ces projets de logiciel libre fonctionnent sur le même genre de principe. C'est-à-dire vous avez au départ un développeur qui lance le projet, qui va intégrer au fur et à mesure une équipe, toujours la plupart du temps par cooptation, en fonction des propositions plus ou moins intéressantes que les personnes vont faire pour faire évoluer le protocole et le projet. Donc il y a quand même une autorité derrière tout ça, qui sont ceux qui ont fait le Bitcoin à l'origine et qui peuvent attribuer des développeurs ou autres. Enfin, il y a une autorité décisionnaire dans le fond de tout ça quand même. Alors, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a justement une autorité décisionnaire qui serait représentée par les développeurs? En fait, non. Pourquoi? Imaginons que cette centaine de développeurs, par exemple, elle décide de faire n'importe quoi. Et elle décide, par exemple, OK, on modifie le protocole Bitcoin, et au lieu d'avoir une limite à 21 millions, on va passer cette limite à 21 milliards. OK, le truc qui serait absolument dommageable pour l'ensemble de l'écosystème. Eh bien, ce ne serait pas un problème. Ce ne serait pas un problème dans la mesure où il faut maintenant que je vous explique comment fonctionne exactement le réseau Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près 10 000 machines qui sont réparties dans le monde. Chacune de ces machines, c'est des particuliers, c'est des entreprises, c'est des organisations. N'importe qui peut avoir une de ces machines qu'on appelle un nœud du réseau Bitcoin.
Chacune de ces machines va contenir deux choses. Elle va contenir une copie du protocole informatique qui régule le Bitcoin et elle va contenir une copie intégrale de la blockchain. Alors, si je vais les informaticiens commencer à faire n'importe quoi et proposer des modifications au protocole qui n'étaient pas acceptables, eh bien, les gens qui possèdent ces 10 000 machines, tout simplement, ils ne mettraient pas à jour leurs machines. Tout ce que les développeurs ont la possibilité de faire, c'est de proposer des modifications au protocole, et les gens qui possèdent ces nœuds du réseau sont absolument pas obligés de les implémenter. Donc au final, l'instance décisionnaire absolue dans le monde du Bitcoin, ça va être les propriétaires de ces 10 000 machines qui sont réparties dans le monde. Si une grande majorité, 90 ou 95% des propriétaires de ces machines acceptent une modification au protocole, elle est implémentée, sinon elle ne le sera pas. Alors, si jamais 5000 décident de changer ce qui se passe et que 5000 veulent conserver, c'est pas ça ce qui s'appelle un fork? C'est exactement ça. Si vous en avez une partie, une minorité, disons au moins 10-15%, qui décident de mettre à jour leur machine et que le reste ne les change pas, on a effectivement ce qu'on appelle un fork et on a créé une deuxième monnaie. C'est exactement ce qui s'est passé en août avec l'évolution sur le Bitcoin Cash. Monsieur. Une question générale. On a un niveau de connaissance assez inégal et d'un côté on est sur une plateforme qui est totalement ouverte, qui est assez lourde, parce que nous on a l'habitude de chercher des informations sur des sites un peu gâchés. Là, du coup la question elle est, pour vous quelles sont les sources d'informations les plus fiables, les plus sûres? Parce que personnel, je trouve qu'il y a une qualité de l'information qui est assez inégale aussi. Donc, pour vous, à titre personnel. Les sources d'information. Alors, en France, vous avez plusieurs sites d'information qui peuvent être intéressants. Vous avez bitcoin.fr. Vous avez également ethereum.fr pour les actualités spécifiquement sur l'Ether. En anglais, vous avez des sites comme Coindesk. Et vous avez surtout une source d'information qui est toujours intéressante pour les gens qui parlent anglais, c'est le site Reddit. Reddit, c'est un énorme forum mondial qui regroupe plein de sujets. Et notamment, vous avez des sous-Reddit consacrés au Bitcoin Cash, à l'Ethereum et à toutes ces monnaies. Donc pour moi, Reddit à l'heure actuelle, c'est sur ça qu'on voit vraiment apparaître très rapidement les nouvelles et où ça bouge le plus rapidement. Monsieur. Vous avez parlé d'une ICO de Métronome. Voilà. Si moi, en tant que Français, je veux souscrire à cette ICO, en pratique, comment je fais? Alors, pour souscrire aux ICO, alors qu'est-ce qu'une ICO déjà? Donc, je vous parle depuis tout à l'heure de crypto-monnaies, de Bitcoin, d'Ethereum, etc., etc. Et vous avez des gens, et ça a commencé surtout en 2015, surtout en 2016, vous avez des gens qui ont eu une idée assez intéressante, qui est la suivante. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas créer une crypto-monnaie? Et cette crypto-monnaie, en fait, serait une représentation, chaque unité de cette crypto-monnaie serait une représentation de part d'une entreprise. D'accord? Donc on a en fait une sorte de représentation d'une action à travers un objet stocké sur la blockchain. Okay? Et donc du coup, ces gens sont capables de vendre les actions, les parts, on les appelle des tokens, sur leur site pour que les gens puissent acheter une part de leur entreprise. Alors, notez au plan juridique, pour l'instant tout ça n'a aucun sens juridique, mais des parts qui permettraient notamment aux souscripteurs d'avoir des droits de vote, d'avoir des dividendes sur le devenir de l'entreprise en question. Et donc, ces parts, pour la plupart, vont être vendues en avance de phase avant qu'elles soient disponibles sur les marchés publics. Et donc, tout simplement, si jamais vous vouliez souscrire à une ICO, il faut aller sur le site de l'entreprise qui vend le produit. La plupart du temps, elles vont accepter des paiements en Ethereum ou en Bitcoin. Et donc nous, par exemple, on peut vous fournir éventuellement des Ethereum pour que vous puissiez acheter une ICO. Et donc ensuite, vous allez sur le site de l'entreprise, vous leur envoyez des Ethereum et vous recevez en échange le token correspondant au produit que vous êtes en train d'acheter. Et après, plus tard, en général 1 mois, 2 mois plus tard, le produit commence à être disponible sur les marchés. Et là, le cours va être fixé en fonction de l'offre et de la demande et en fonction de la performance de l'entreprise en question. Monsieur. On peut se procurer ces tokens via l'Ether ou du Bitcoin. Oui. Certains proposent l'achat en euros ou en dollars.
Oui, il y a certaines ICO qui proposent également d'acheter leurs tokens en euros, en dollars ou en d'autres monnaies, mais elles sont minoritaires. La plupart du temps, ça va être uniquement de l'Ether et du Bitcoin. Monsieur. Je voudrais revenir un instant sur l'histoire des nœuds. Nœuds, est-ce que c'est les mineurs, c'est la même chose ou ça n'a rien à voir? Rien à voir. Rien à voir. Les nœuds du réseau blockchain, eux, ils contiennent uniquement la copie du protocole, la copie de la blockchain. Les mineurs, c'est des machines complètement différentes. Non, quel intérêt? Parce que l'intérêt du minage, on connaît, je pense que Alexis peut-être vous l'avez rappelé, c'est l'intérêt d'être un nœud, c'est quoi? Alors, l'intérêt d'avoir un nœud Bitcoin, c'est d'avoir une copie intégrale de la blockchain qui soit immédiatement disponible. À la maison du Bitcoin, bien entendu, nous avons un nœud qui va nous permettre de voir si telle ou telle transaction a déjà été acceptée par le réseau. Ça va beaucoup plus vite que de devoir se connecter à un site pour leur demander, etc. Donc c'est une question de sécurité. C'est aussi une question de, pour les gens qui veulent faire vivre le protocole. Plus vous aurez de nœuds répartis sur la planète qui contiennent l'intégralité de la blockchain, plus le système va être solide, résilient et résistant à la censure. Ça veut donc dire que le nombre de nœuds, vous dites 10 000, il n'est pas défini, Pas du tout. Bloqué à 10 000. Absolument pas. Si moi demain je veux être un nœud, je peux, mais comment je pourrais devenir un nœud? Si vous voulez devenir un nœud du réseau Bitcoin, vous allez sur Internet, vous cherchez Bitcoin Core, vous installez le logiciel, c'est le protocole Bitcoin. Ensuite, votre logiciel il va commencer à se synchroniser sur la blockchain. Vous allez devoir télécharger à peu près 170 ou 180 gigaoctets de données. C'est l'intégralité du contenu de la blockchain, ça va vous prendre une petite semaine. Et vous êtes un nœud tout aussi valable que n'importe quel autre sur le réseau. Encore une fois, c'est un système qui est complètement décentralisé. Personne ne peut vous interdire d'utiliser un portefeuille Bitcoin, personne ne peut vous interdire de devenir un mineur, personne ne peut vous interdire d'être un nœud de la blockchain. Et n'importe qui a la possibilité de le faire sans le moindre coût et sans la moindre limite. Monsieur. Si on augmente le nombre de nœuds, est-ce qu'on va pouvoir augmenter le nombre de transactions par jour? Vous avez parlé tout à l'heure de 300 000, ce qui est très peu. Est-ce que ça n'a rien à voir? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Le nombre de transactions présentes sur le réseau est dépendant uniquement de la façon dont le protocole a été écrit. C'est une limite qu'on pourrait lever assez facilement, mais qu'on ne lève pas parce que techniquement, ça engendrerait tout un tas d'autres problèmes. Vous avez les développeurs Bitcoin qui travaillent sur des solutions pour lever cette limite. À l'horizon 12-18 mois, on pense qu'on aura une solution sous la forme de quelque chose qui va s'appeler le Lightning Network. Monsieur. Concernant la blockchain, donc on peut tous l'avoir avec les logiciels que vous avez évoqués. Ça faisait au début 1 giga, 40, 80, 180 maintenant. À un certain moment, avec l'explosion, ça va dépasser 1 Tera, etc. Donc il n'y aura que les ordinateurs puissants qui peuvent avoir la blockchain, la télécharger ou l'utiliser. Donc ils vont avoir un avantage sur les autres, bien sûr. Alors, donc la question c'est quid de l'augmentation en taille de la blockchain en fonction du nombre de transactions qui arrivent sur le réseau. Oui, la blockchain augmente en taille constamment, mais les disques durs, eux aussi, ils augmentent en taille très rapidement. Donc tant que l'augmentation de la taille d'un disque dur raisonnable qui aujourd'hui se situe autour de 2 téraoctets, tant que l'augmentation de la taille des disques durs continue, l'augmentation de la blockchain ne représente pas un problème. Notez que pour d'autres blockchains, typiquement la blockchain Ethereum, elle croît beaucoup plus vite. Si je ne dis pas de bêtises, la blockchain Ethereum, elle a déjà dépassé 350 gigaoctets et elle croît à une vitesse bien plus rapide que celle du Bitcoin. Vous avez des gens, notamment sur Ethereum, qui cherchent des solutions. Une solution qui est envisagée, c'est le fait d'utiliser une technologie qu'on va appeler le sharding, où chacun des nœuds n'aura plus la totalité de la blockchain, mais juste une partie. Donc si je veux vérifier le contenu d'une transaction, je vais devoir me connecter à 3-4 machines différentes pour vérifier qu'il y a bien les transactions qui sont dessus. Mais voilà, c'est un problème qui existe, c'est un problème qui peut éventuellement être traité. Vous pouvez faire justement, pour rebondir sur une question précédente, un point un peu général sur le minage. Oui. Voilà, parce qu'il y a notamment une chose il n'y a que les mineurs qui peuvent créer des bitcoins. Tous les bitcoins qui sont disponibles à la vente ont été minés. Absolument. Tous les bitcoins que vous avez, que vous proposez aux gens d'acheter, ont été minés. Donc,
Alors, pouvez faire un petit point général. Qu'est-ce que le minage? Donc, à tout moment, sur le réseau Bitcoin et sur les autres blockchains, vous avez des transactions qui arrivent au quotidien. Bon, ces transactions, elles vont être répliquées sur chacune des 10 000 machines qui composent le réseau Bitcoin. Problème, imaginons que j'ai une de ces machines qui soit opérée par quelqu'un qui soit potentiellement malhonnête. Moi, j'ai le contrôle sur ma machine, je vais pouvoir modifier les données et faire en sorte que vous ayez l'impression qu'un paiement a été effectué alors qu'il n'a pas été effectué. Et si vous avez le malheur de vous connecter sur ma machine, vous voyez une transaction alors qu'en fait, elle existe nulle part ailleurs. Donc, comme on a un système complètement décentralisé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous avez des gens dont c'est le travail de vérifier toutes les transactions et d'apporter une vérification, une garantie que chaque transaction qui passe sur le réseau a bien été vérifiée, a bien été validée. Ce qui fait ensuite que chacune des nodes du réseau reçoit chacune des transactions avec déjà cette validation. Les machines, 7 CE de TE, les machines qui font ce travail, on les appelle des machines de minage. Alors pourquoi le minage? Encore une fois, parce qu'on fait souvent cette logique entre le Bitcoin et les métaux précieux. Et donc la création, ces machines, donc ce sont elles qui vérifient les transactions. Et parce qu'elles effectuent un travail qui est indispensable et nécessaire au fonctionnement du réseau, eh bien on va les remercier, on va les rémunérer en les autorisant à faire de la création monétaire. Alors, quelle création monétaire? À l'heure actuelle, à chaque fois que vous avez un nouveau bloc de transaction qui est validé, c'est-à-dire en moyenne toutes les 10 minutes, vous avez 12 bitcoins et demi qui sont générés. C'est de la création monétaire. Et ces 12 bitcoins et demi sont alloués à la machine sur le réseau de minage qui a réussi à résoudre un problème mathématique qui permet de valider l'intégralité des transactions. Je ne vais pas trop vite. Attendez, parce que je n'ai pas encore fini sur le minage. Donc, vous avez des machines sur le réseau qui essayent de résoudre un problème mathématique, et ce problème mathématique permet de vérifier chacune des transactions qui passent sur le réseau. Ces machines sont en concurrence les unes avec les autres. Et le premier sur le réseau qui va réussir à résoudre ce problème mathématique, c'est lui qui va recevoir les 12 bitcoins et demi. Cette quantité de bitcoin va être divisée par 2 tous les 4 ans. Donc à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, vous avez 12 bitcoins et demi qui sont générés toutes les 10 minutes. Dans 3 ans, ce sera la prochaine division. On va passer à 6,25, puis 3, puis 1,5, etc., etc. C'est de cette façon-là, en divisant le nombre de bitcoins par 2 qui sont générés toutes les 10 minutes, qu'on va arriver à une limite absolue de 21 millions. On n'est pas prêt d'y arriver puisqu'on prévoit que le dernier fragment de bitcoin sera créé aux alentours de 2140. Okay. Donc, sur le minage, ce sont donc des gens qui font tourner ces machines-là. À l'heure actuelle, le système de minage, c'est un système qui s'est beaucoup professionnalisé, puisque pour faire du minage à l'heure actuelle, ça va être la plupart du temps des gens qui vont être en Chine, en Islande, en Russie également, et sur lesquels vous allez avoir des hangars remplis de machines du sol au plafond qui ne font que ça, et qui, bien entendu, consomment des quantités d'électricité qui sont absolument non négligeables. Monsieur. Que pensez-vous? J'ai vu récemment une ICO sur une monnaie qui s'appelle Electroneum qui promet le minage sur smartphone. Est-ce que vous pensez que c'est complètement ridicule ou c'est pourquoi pas? une technologie prometteuse? Alors, sur les aspects du minage, ce qui nous permet d'affirmer qu'une transaction n'a pas été forgée, c'est aussi ce système de minage. À l'heure actuelle, pour vous donner une idée, le réseau de minage Bitcoin, c'est à peu près 3 fois 10 puissance 18 opérations par seconde. Okay. Si vous prenez tous les ordinateurs qui font du minage autour du monde, c'est 3 10 puissance 18 opérations par seconde. Et c'est parce que vous avez une pièce colossale qu'on peut garantir que personne ne peut par la suite revenir derrière et modifier des transactions. L'idée, c'est que si jamais vous vouliez modifier une transaction qui a été minée et qui a été validée sur le réseau, vous auriez besoin de au moins autant de puissance de calcul que ce qui a été utilisé pour graver cette transaction initialement sur la blockchain. Alors maintenant, si vous me dites, OK, on va miner en utilisant des téléphones mobiles. Très bien, seulement un téléphone mobile, c'est pas un truc qui a une puissance gigantesque. Donc si moi, j'ai quelque part un hangar rempli de machines,
bah, très rapidement, je vais avoir une puissance plus importante que votre réseau de téléphone mobile. Et donc, je vais éventuellement pouvoir modifier des transactions, même si elles ont déjà été enregistrées. Alors, comment dire, ce sont les mineurs qui vérifient les transactions et qui les valident à partir d'un certain nombre de vérifications. C'est à peu près combien le nombre de vérifications qu'il faut pour valider une transaction? Alors, on considère à l'heure actuelle qu'une confirmation du réseau est déjà suffisante pour valider une transaction. Lorsque on a des transactions qui sont très volumineuses, je dirais au-delà de 20, 30, 40 000 euros, on peut demander jusqu'à 2 ou 3 confirmations pour vraiment être sûr que la transaction ne sera pas annulable. Mais en règle générale, une confirmation, c'est largement suffisant. Monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact écologique du Bitcoin? Parce que je comprends qu'en fait, chaque transaction consomme énormément d'électricité. Est-ce qu'on va réussir à peut-être consommer moins d'électricité dans le futur pour valider les transactions? Alors effectivement, le réseau Bitcoin consomme énormément d'électricité. J'ai vu des estimations qui disaient que ça augmente constamment. Il paraît que maintenant le réseau Bitcoin consomme plus d'électricité que l'Irlande. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est absolument colossal. Alors, en fait, c'est des choses qui ne sont pas indispensables. Si on a, même avec 10 machines, avec 10 mineurs, avec 10 PC, ça suffirait, ce serait suffisant pour que le réseau du Bitcoin fonctionne. Malgré tout, plus on a de mineurs, et plus on s'assure de la sécurité de ces transactions. Et en fait, l'électricité consommée par le réseau Bitcoin ne dépend pas du nombre de transactions qui passent, mais dépend uniquement de la concurrence que se livrent les mineurs entre eux. En gros, le réseau va adapter automatiquement la difficulté pour effectuer cette opération en fonction du nombre de mineurs qui sont disponibles. Plus vous avez de mineurs, plus la vérification des transactions est difficile et plus ça prend du temps. Si jamais, par exemple, le nombre de mineurs rediminuait, eh bien, automatiquement, la difficulté, elle s'adapterait et ce serait plus facile. Donc, ça ne dépend pas du nombre de transactions, ça dépend uniquement de la concurrence que se livrent les mineurs entre eux. Donc, pour poursuivre la question, imaginons qu'il y ait un gros crack du Bitcoin comme il y en a déjà eu par le passé. On pourrait imaginer que, juste après ce crack, peut-être que miner représenterait moins de... Enfin, voilà, qu'il y a des gens qui trouveraient peut-être moins d'intérêt à miner si jamais Absolument. on décidait de... Bien sûr. Une opération de minage, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. On estime que les mineurs sont obligés de revendre entre 80 et 90% de tous les bitcoins qu'ils réussissent à obtenir pour pouvoir continuer à fonctionner. Parce que ils ont des coûts en matière de refroidissement, en matière de location de leurs locaux, en matière de salaire et surtout en matière d'électricité que ça consomme. Alors un point intéressant, c'est le fait de dire, on pose assez souvent la question, mais au fait, le Bitcoin, il n'y a pas de fondamental derrière. Normalement, une monnaie, il faut qu'elle ait un fondamental, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose. Eh bien, si on regarde avec le système de minage, on peut considérer que le fondamental du Bitcoin, c'est l'électricité qui est nécessaire pour le générer. C'est parce qu'il y a un coût qui est non négligeable, qui est assez important, qui est payé par les mineurs pour générer des nouveaux Bitcoins, qu'on peut attribuer une valeur à la monnaie Bitcoin. Monsieur. Il n'y a pas des projets avec des panneaux solaires Oui, il y a des projets avec des panneaux solaires en Afrique pour installer des fermes de minage. Il y a aussi en Islande où l'électricité n'est vraiment pas chère parce que toute l'électricité est générée par la géothermie. Ça avance? Oui, en Islande, vous avez déjà des fermes de minage. Monsieur. En parlant de minage, on a entendu que l'Ethereum a opté pour le POW. Proof of stake. Alors, pour l'instant, il y a proof of work, ok. Donc, est-ce que vous pensez que ceci aura un impact sur l'ancien POS, donc le minage à l'ancien? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est POS qui est la nouvelle proposition. Ah, d'accord. Désolé. Oui. Donc, est-ce que cela aura un impact? Et est-ce que cette nouvelle solution va favoriser un petit peu l'Ethereum? Alors oui. Donc, j'ai juste expliqué ce que c'est. Donc, je vous ai décrit là le système de minage du Bitcoin. Vous avez des machines qui sont en concurrence les unes avec les autres, qui utilisent beaucoup d'électricité et qui doivent résoudre un problème qui est extrêmement difficile à résoudre.
et qui prend du temps et qui consomme beaucoup d'électricité. Donc sur l'Ethereum, qui est la deuxième monnaie en termes de capitalisation à l'heure actuelle, vous avez des propositions qui sont notamment une proposition qui s'appelle le Proof of Stake. Alors l'idée, c'est qu'au lieu de mettre les machines en concurrence, on va en sélectionner une à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui doit sortir, à chaque fois qu'on doit avoir des transactions qui sont validées. On va prendre une machine sur le réseau au hasard et on va lui demander de valider toutes les transactions qui sont en attente. Alors question, encore une fois, il ne faut pas avoir confiance, il ne faut pas qu'il y ait un tiers de confiance. Comment on fait pour s'assurer que la machine à qui on a demandé de valider toutes les transactions qui étaient en attente est honnête? Eh bien, on va utiliser un système où on va lui demander de mettre en séquestre une partie de ses Ethers. Et donc l'idée, c'est que cette machine, on va lui dire, ok, vous validez les transactions, mais si jamais vous faites une bêtise, si jamais vous validez une transaction qui n'aurait pas dû être validée, on va vous prendre les Ethers que vous avez mis en réserve. Voilà comment fonctionne le système Proof of Stake. Alors oui, je pense que ça peut être extrêmement intéressant et que ça peut effectivement mener à un développement assez important de la technologie Ethereum. Et aussi réduire la quantité d'électricité consommée par le système. Monsieur. Oui. Pour revenir à l'ICO, est-ce qu'il y aura un ticket d'entrée minimum? Et comment couper le ticket d'entrée minimum avec peut-être des limitations à l'achat? Est-ce qu'il y a des limitations à l'achat par jour, par semaine, par mois? La plupart des ICO n'ont pas de limite minimale ni de limite maximale. D'accord. Et est-ce qu'à l'achat, on a une limite d'achat ici? Chez nous? Alors oui, vous avez des limites d'achat qui peuvent être en fonction de votre carte bleue, par exemple. Et si vous voulez, par exemple, effectuer des transactions importantes, on va pouvoir vous demander des documents additionnels pour prouver notamment, par exemple, l'origine des fonds. Monsieur. Alors, je vous pose une question concernant l'usage concret et pratique des différents altcoins, Mhm. selon les services proposés pour ce qu'il est fait. Je dois revenir à cette question-là sur le cas particulier du Ripple, qui lui a pour objectif de faciliter les échanges interbancaires. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, ça serait une crypto qui serait utilisée uniquement par les banques? Alors, typiquement sur le Ripple, oui, vous avez raison. Le but de Ripple à l'heure actuelle, c'est d'être utilisé comme un instrument de transfert interbancaire et de fondamentalement remplacer le système SWIFT actuel. Il semble que leur pari semble assez correctement orienté, dans la mesure où on a encore vu il y a 48 heures qu'ils ont établi un partenariat avec Mastercard ou American Express. Est-ce que ça veut dire que du coup, seules les banques auront un impact sur sa valorisation ou pas? Alors, malgré tout, le Ripple reste disponible sur les différents marchés. Donc vous pourrez très bien acheter du Ripple et ensuite pouvoir le stocker, pouvoir l'utiliser, même si vous n'êtes pas une banque. En tant que particulier, on pourra l'utiliser Je pense que oui. Est-ce qu'on pourrait observer un système de monopole sur le minage? Monopole sur le minage. Rien ne vous empêche de créer une crypto-monnaie et de dire il n'y a que moi qui la mine. Rien ne vous empêche également de créer une crypto-monnaie et de tout préminer à l'avance. Vous avez certaines crypto-monnaies qui ont déjà tout miné, tout leur capital, et qui ensuite le vendent tranquillement. Donc là, il n'y a même plus de système. Alors, il y a des systèmes de vérification des transactions, mais il n'y a plus de création monétaire. Alors oui, on peut imaginer des systèmes centralisés de minage, sans problème, avec les risques éventuels que ça peut comporter. Je crois que la question, c'est par exemple, c'est un pays comme la Chine qui a des coûts d'électricité très bas, est-ce que le minage se fait en Chine? Alors, pour ce qui est du réseau de Bitcoin en particulier, n'importe qui a la possibilité de créer des fermes de minage. Vous n'avez aucune limitation en ce sens. Il faut que ce soit rentable. Donc, bien entendu, il y a des coûts en électricité, il y a des coûts en matériel, il y a des coûts en infrastructure. On peut penser que le développement du minage en Chine a surtout été dû au fait que la plupart des machines qui servent à faire le minage, qu'on appelle aujourd'hui des ASIC, sont fabriquées sur place. Donc c'est bien entendu beaucoup plus facile de se les procurer. Mais comme je vous ai dit, on commence à voir apparaître des opérations de minage en Islande, en Russie, au Japon, et il y a des projets assez intéressants, notamment en Afrique. Est-ce que les développeurs d'origine ont toujours un pouvoir sur le système? Ils peuvent encore valider de nouveaux développeurs? Alors, le créateur du Bitcoin
on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son identité. Tout ce qu'on connaît, c'est son pseudonyme sur Internet. Son pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Et on pense qu'il n'est même pas japonais. Et ce développeur initial, c'est lui qui a eu l'idée du Bitcoin, c'est lui qui a créé le protocole au départ. Mais dès le début, dès janvier 2009, vous aviez déjà plusieurs développeurs qui l'avaient rejoint. Et Satoshi Nakamoto a cessé d'apparaître sur le réseau depuis 2012. Donc depuis 2012, il n'est même plus à l'intérieur du projet. On peut le considérer un peu comme le Messie, et c'est C'est ça. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que si jamais Satoshi Nakamoto réapparaissait, il disait c'est moi et tout, prenez-moi en photo, là, évidemment vous auriez des articles de presse dans tous les journaux, etc. Mais au final, Satoshi Nakamoto, il n'a pas plus de pouvoir, même s'il revenait demain, il n'aurait pas plus de pouvoir que vous et moi sur le devenir du réseau. Encore une fois, le réseau est géré intégralement de façon décentralisée, et qui décide, ce sont les propriétaires des différents nœuds du réseau. Question triviale, vous dites qu'il est sans doute probablement pas japonais. Il y a des gens qui ont analysé les messages qu'il a postés sur Internet, et il y avait beaucoup d'idiosyncrasie britannique, peut-être. Notamment color écrit avec un U au lieu de OR, etc. Monsieur ? J'avais lu russe aussi, moi. Il y a beaucoup de théories. Il y a des théories selon lesquelles il est mort, il y a des théories selon lesquelles il travaille aujourd'hui à la NSA, etc. etc. J'ai lu qu'il avait probablement 1 million de bitcoins. Un peu moins que ça, 800 000. Si jamais il les vendait du jour au lendemain, c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on estime que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, a environ 800 000 bitcoins et il n'en a jamais dépensé un seul. D'où des théories que il est peut-être mort. Est-ce qu'un accord international, par exemple, qui interdit l'utilisation du Bitcoin pourra mettre fin à cette monnaie ou à la crypto-monnaie en général pour une raison ou une autre? Non. Tant que vous avez la possibilité de vous connecter à l'un des nœuds du réseau Bitcoin, vous pouvez échanger du Bitcoin. Alors, si vous voulez vraiment... Vous pouvez interdire le Bitcoin sur un territoire donné. Vous pouvez dire, en France, on n'a pas le droit d'utiliser le Bitcoin. Okay. Alors déjà, si j'ai accès à Internet, je vais pouvoir échanger du Bitcoin. Si vraiment vous voulez empêcher que le Bitcoin soit échangé à l'intérieur de votre territoire, vous avez des moyens. Le seul moyen que vous avez, c'est de mettre un énorme firewall autour de votre pays et d'empêcher toute connexion chiffrée qui sort. Et là, vous êtes à peu près au niveau de la Corée du Nord. Mais vous pouvez le faire. Et encore, vous avez des gens qui ont des projets. S'il vous plaît. Vous avez des gens qui ont des projets et qui sont déjà aboutis sur le fait d'utiliser des satellites pour pouvoir vous connecter directement sur le réseau. Donc là, même si vous avez un énorme firewall, même en Corée du Nord, vous pourriez utiliser le Bitcoin. Oui, mais par exemple, une fois c'est interdit, ça sera illégal. Par exemple, bien sûr. Moi j'ai un ordinateur, je suis mineur en fait pour trouver les bitcoins et j'ai une perquisition chez moi, donc c'est illégal. Donc. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, un État a la possibilité d'interdire l'utilisation du Bitcoin. Dans ce cas-là, tous les sites et tous les marchands physiques qui l'acceptent pourront plus l'accepter. Mais en aucun cas, à moins de prendre des mesures extraordinaires de sécurité, vous ne pourrez empêcher le réseau lui-même de fonctionner. Monsieur. En parlant aussi du blockchain, il y a une question. Est-ce que vous pensez que normalement la tendance blockchain résoudra beaucoup de problèmes et surtout pas seulement la monnaie, on peut parler de la santé, du cadastre? Oui. Alors effectivement, au-delà du concept de blockchain utilisé pour faire des transactions financières, pour envoyer des fonds, etc., on va pouvoir faire plus de choses. Typiquement, à l'intérieur d'une transaction Bitcoin, vous avez un petit espace qui est disponible. Dans ce petit espace, je peux écrire ce que je veux. Alors qu'est-ce que je pourrais écrire? Je pourrais par exemple dire, j'ai deux entreprises qui font un contrat entre elles, et ce contrat, je vais en prendre une empreinte
et cette empreinte, je vais l'inclure dans une transaction que je vais écrire sur la blockchain. Okay. Et mettons que ces deux entreprises, après, ça se passe mal, et que dans 5 ans, il y a un doute pour savoir quelle version du contrat est-ce qui a été signée entre ces deux entreprises. Eh bien, dans 5 ans, je vais pouvoir aller sur la blockchain, vérifier l'empreinte qui avait été écrite de mon contrat et vérifier quelle version du contrat est-ce qu'on avait accepté au départ. Okay. Autre exemple, je crée une chanson, ma chanson elle est formidable, etc. J'en prends une empreinte, je la stocke à l'intérieur de la blockchain. Dans 5 ans, dans 10 ans, si quelqu'un sort une chanson semblable, je pourrais dire, attention, moi j'ai fait cette chanson à telle date. Ça me coûte quelques centimes pour faire la transaction. Ça me permet de graver l'information à l'intérieur de la blockchain et d'avoir une garantie absolue que cette information ne sera jamais altérée. Qui dit des chansons, qui dit de l'information, dit également d'autres produits. Je peux, et il y a des entreprises qui travaillent sur la question, je peux par exemple dire, ok, dans cet espace de métadonnées de ma transaction, je vais pouvoir inclure par exemple des références vers des produits, typiquement un produit financier. Donc imaginez, je prends un paquet d'actions Apple, ce paquet d'actions, je vais l'identifier par un identifiant unique et je vais pouvoir le faire transiter à travers la blockchain. Ce qui permettra ensuite à des gens de pouvoir s'échanger ces actions extrêmement librement sans devoir passer par des courtiers ou un autre intermédiaire. Qui dit action, dit toutes sortes d'autres produits. Je peux stocker la possession d'une voiture, je peux stocker la possession de n'importe quel objet. Donc vous voyez, toutes sortes d'exemples de stockage de la data à l'intérieur de la blockchain, puisque la blockchain va vous permettre d'avoir une sorte de notarisation de l'information que vous y écrivez. Et en plus, ce qui est super pratique avec ce genre de système, c'est que vous n'avez pas à le gérer. Le système est entièrement géré par le réseau Bitcoin, ça ne vous coûte absolument rien, outre le prix de la transaction initiale qui peut être de quelques centimes. Monsieur. Bon, j'ai plusieurs questions, mais on va commencer par ça. Une seule, s'il vous plaît. Est-ce que les crypto-monnaies en général, le Bitcoin et maintenant l'Ethereum, comment expliquer, est-ce que ça a toujours été aussi liquide? Comment expliquer la grande liquidité aujourd'hui qui fait qu'en fait, il y a un énorme succès par rapport à l'outil de spéculation? C'est parce qu'il est extrêmement facile de passer des crypto-monnaies. Et donc la question était de savoir si c'était le cas pour toutes les crypto-monnaies et si tout était liquide. Alors, est-ce que toutes les crypto-monnaies sont aussi liquides que le Bitcoin et l'Ether? Pas forcément. À tout moment, sur les places de marché mondiales, vous aurez des gens qui vont proposer à la vente ou à l'achat des quantités différentes de crypto-monnaies. Sur des crypto-monnaies qui sont relativement confidentielles, vous n'avez pas forcément les gens qui sont là et qui proposent la quantité dont vous aurez besoin. Sur le Bitcoin et sur l'Ether, il n'y a pas de problème. Sur toutes les places de marché, vous en aurez des quantités assez conséquentes. Ce que je veux dire dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire quand les gens veulent, entre guillemets, les vendre. Prendre leur plus-value et les vendre. Bien sûr. Donc sur le Bitcoin et l'Ethereum, avec les places de marché actuelles, pour vous donner un ordre d'idée, le Bitcoin, c'est à peu près 200 millions de dollars qui s'échangent chaque jour. C'est à peu près la quantité des transactions. Certains jours, on peut dépasser le milliard de dollars d'échanges sur le réseau. Donc on peut avoir des volumes relativement élevés sur le Bitcoin. Mais bien entendu, plus vous avez une monnaie qui est confidentielle, plus la liquidité sera faible. Si un réseau de mineurs parvient à disposer de plus de 50% de la puissance de calcul du réseau, qu'est-ce qui se passe? Si jamais un réseau de mineurs arrivait à avoir plus de 51% de la puissance de calcul, eh bien, il pourrait choisir d'accepter ou pas votre transaction. Et de dire, moi, cette transaction, elle ne me plaît pas, je ne l'accepte pas. Avec toutes les conséquences négatives que ça aurait sur le réseau. C'est déjà arrivé à 1 ou 2 reprises, mais très rapidement, comme les réseaux de mineurs, vous pouvez les rejoindre et les quitter à volonté, eh bien très rapidement, les gens qui faisaient partie du réseau qui avait atteint 51% se sont redispatchés sur d'autres réseaux. Et donc, le problème a été résolu très rapidement. Monsieur. Oui, alors, moi j'étais venu, je suis beaucoup moins compétent que tous ces gens-là, j'étais venu pour comprendre comment ça marche ces choses-là. Alors c'est peut-être après que vous m'expliquerez, puisqu'apparemment, je suppose que vous savez tous utiliser ça. Non. Ah bon, c'est Écoutez, donnez-moi, je vais vous montrer.
juste celui-là. Comment ça marche? Donc, ceci est un portefeuille papier. Alors, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille. Pour pouvoir stocker des bitcoins, vous avez besoin d'un portefeuille. Ce portefeuille, il peut prendre différentes formes. Première forme, vous avez... Oui, là. Mais un portefeuille, ça peut avoir plein d'autres monnaies ou que le Bitcoin? Ça va dépendre des portefeuilles. Typiquement, par exemple, le Ledger Wallet, il va supporter à peu près une vingtaine maintenant de crypto-monnaies. Donc, un portefeuille, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose qui va prendre différentes formes. Première forme, la plus facile, ça va être une application que vous installez sur votre téléphone. Prenez votre téléphone, vous installez une application, je vais vous donner un nom par exemple, qui s'appelle Mycelium, qui est très facile à installer. Et immédiatement après l'installation de Mycelium, vous avez un portefeuille qui vous permet tout de suite de recevoir des bitcoins. Deuxième possibilité, une application sur votre ordinateur. Troisième possibilité, des plateformes en ligne. Vous créez un compte sur une plateforme en ligne et vous leur confiez vos avoirs. Là, on est plus sur le modèle qui est proche d'une banque. Autre possibilité, le Ledger Wallet qui, à l'heure actuelle, représente la meilleure garantie de sécurité. Et dernière possibilité, c'est ceci. Donc ceci, vous avez en fait ici ce qu'on appelle une adresse publique et là ce qu'on appelle une adresse privée. L'adresse privée qui est là, c'est ce qui va... Alors, l'adresse publique, je peux envoyer des fonds dessus à n'importe quel moment. Il vous suffit de donner cette adresse à n'importe qui et il est capable de vous envoyer des fonds. L'adresse privée, c'est une adresse que je vais pouvoir utiliser pour réimporter le contenu des fonds qui sont sur ce portefeuille dans une autre application. Typiquement, une application sur un téléphone mobile. D'accord ? Donc, c'est en fait ce qu'on appelle du stockage à froid de Bitcoin. Je peux y stocker une quantité à peu près énorme de Bitcoin si je veux. Et si je veux ensuite les récupérer, il me suffit de récupérer l'adresse privée et de la réimporter sur un portefeuille électronique, par exemple sur un téléphone. Si vous permettez, alors, quand j'utilise ça, l'argent, il reste sur la blockchain. Toujours. Il n'est pas stocké... Tous les portefeuilles, en fait, c'est un peu un abus de langage de dire que votre portefeuille stocke vos bitcoins. Oui. Tous les portefeuilles vont stocker ce qu'on appelle les clés privées. Alors, une clé privée, je vous disais au tout début de mon intervention, je vous disais que à chaque fois que vous faites une transaction en bitcoin, vous allez faire une signature électronique. Cette signature électronique, elle est gérée par une clé privée. Cette clé privée, c'est un mécanisme cryptographique. Et un portefeuille, ce n'est ni plus ni moins qu'un stockage de clés privées. Donc ce stockage, il peut être fait soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, sur ce genre d'objet, ou bien juste sur une feuille de papier. Je voudrais revenir à la sauvegarde des 24 mots sur la... Oui. Si c'est sauvegardé, c'est sauvegardé ailleurs. En fait, j'arrive pas à comprendre si les clés sont sur cette clé ou si elles sont ailleurs. Alors qu'il y a une sauvegarde. Typiquement, sur un Ledger Wallet, comme sur la plupart des portefeuilles modernes, les clés n'existent que sur le portefeuille. Et la sauvegarde de 24 mots, c'est en fait une sorte de représentation des clés privées qui sont stockées dans le portefeuille. Okay. Donc sur le Ledger Wallet, la sauvegarde n'existe que sur les 24 mots qui vous sont générés et à l'intérieur du portefeuille. Vous avez perdu en fait... Non. Non, parce que, comme je vous disais, vous avez une sauvegarde sur la forme de 24 mots. Donc du coup, on vous la vole, vous vous reprocurez un nouveau Ledger Wallet, vous réimportez les 24 mots dedans et vous récupérez l'intégralité. Par contre, si vous perdez votre Ledger Wallet et que vous perdez votre sauvegarde, il n'y a plus aucun moyen au monde de récupérer les fonds. Et si je perds ça? Si vous perdez ça, vous perdez les fonds aussi. Monsieur. Justement, je voudrais revenir à ce million de Nakamoto. 800 000. 800 000. Ce que je veux dire, c'est que si ce monsieur est mort ou disparu, ou peu importe, que cet argent est là, il est bloqué, est-ce que ça pose pas un problème sur le bitcoin en général? Parce que finalement, au bout du compte, tout disparaît, tous ces bitcoins perdus, ils sont quelque part figés sur une blockchain. Et est-ce que c'est pas un problème? Alors en fait, quand vous avez des bitcoins qui disparaissent, c'est de la destruction monétaire. D'accord ? C'est pas un problème majeur. Tous les jours, malheureusement, il y a des gens qui vont perdre des portefeuilles, il y a des gens qui vont casser leur Ledger Wallet et qui n'avaient pas de sauvegarde, etc., etc. Ces bitcoins, ils existent toujours sur la blockchain. Vous pouvez aller vérifier sur la blockchain qu'ils sont bien là, et vous n'avez malheureusement que vos yeux pour pleurer pour vous dire que vous ne pourrez jamais plus les dépenser. Alors,
au niveau du protocole, ça ne représente pas un problème majeur. C'est juste que, au contraire, ça augmente encore la rareté des bitcoins qui restent. Mais si toutes les personnes qui possèdent des bitcoins finissent par mourir un jour, tous les bitcoins vont être figés au bout d'un moment sur la blockchain? Alors, ce qu'on peut penser, c'est qu'au fur et à mesure que la valeur des portefeuilles augmente, que les gens y feront de plus en plus attention. D'accord. Alors, il y a un cas célèbre, c'est quelqu'un qui était en Irlande et qui avait miné du bitcoin. À l'époque, en 2010, si vous vouliez miner, vous aviez juste besoin d'un PC posé dans un coin et vous pouviez avoir des dizaines de bitcoins par jour. Et puis, ça devient de plus en plus difficile. Donc cette personne en Irlande, il avait miné des bitcoins en 2010. À l'époque, ça valait absolument rien, même pas un centime. Puis il avait oublié ça, il était parti faire autre chose. Et quelques années plus tard, il s'est rendu compte que tiens, les bitcoins qu'il avait minés, ça valait quand même 7 millions d'euros avec le cours qui était monté. Le problème, c'est que cette machine, elle était partie à la poubelle depuis. Et donc le gars est parti à la décharge publique à Dublin pour essayer de retrouver son PC qu'il avait jeté à l'époque, et il l'a jamais retrouvé. Donc, faites attention avec vos portefeuilles, faites attention avec vos sauvegardes. Règle numéro 1, ne mettez jamais des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies sur un portefeuille dont vous n'avez pas une sauvegarde. Ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste particulièrement chez nous. Et alors ça, il n'y a pas de sauvegarde, j'imagine? Alors ça, la clé... C'est à peu près l'équivalent de ça, sauf que c'est sur un support c'est ça. plastique. Et la clé de ce coin-là, elle est située sous un hologramme que vous pouvez déchirer. Et comment est-ce qu'on on casse la... Non, vous décollez le hologramme. De ce côté-ci, j'imagine. Oui, c'est ça. Vous décollez le hologramme. Avec le petit numéro, on a accès à la clé publique. C'est ça. En revanche, pour retirer, il faudrait arracher ça. C'est ça. Et ensuite, scanner le code que vous obtenez par une application qui vous permet de récupérer les fonds. D'accord. Et si on perd... C'est fini. C'est fini. Monsieur. Il y a une bulle en ce moment ou pas plus que ça? Difficile à dire. Difficile à dire. Ce qu'on constate, c'est que il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Nous, pour vous dire, on a eu 4 reportages télévision sur un mois et demi. On a eu France 2, Canal+, M6 et C8 en un mois et demi. Là, vous avez un monsieur qui vient de chez Bloomberg. Et je crois qu'il doit y avoir quelqu'un dans la salle qui travaille à Libération. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, il y a un intérêt croissant des médias, il y a un intérêt croissant des gens. Si on regarde sur Internet, il y a quelqu'un qui a fait une corrélation il n'y a pas longtemps entre le cours du Bitcoin et le nombre de requêtes sur Google Bitcoin. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les deux qui sont assez parallèles. Donc oui, il y a un intérêt croissant. Le Bitcoin est en train de devenir un peu mainstream. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Moi, je le vois aussi dans les discussions que j'ai ici chaque semaine. C'est que, au départ, c'était surtout des questions très basiques et qu'au fur et à mesure du temps, j'ai des questions qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus pointues et que je suis ravi auxquelles je suis ravi de pouvoir répondre. Monsieur. Je vous en prie, monsieur. Yes, go ahead, please. Okay. I'm from Colombia. Yep. What if I have one Bitcoin right now and I wanted to sell it here for cash? Yep. In Paris, how can I do it? Well, at least you cannot do it here because we don't actually use cash. We only use credit cards and bank transfers. You might want to try something called local bitcoins. Yeah, I am thinking about that, but I was thinking maybe another possibility. Not that I know of. Donc la question c'est est-ce qu'on peut échanger du bitcoin contre du cash ici à Paris? À mon avis, il n'y a aucun endroit où on peut le faire. Ici, à la maison du Bitcoin, on utilise uniquement les virements bancaires ou les cartes bleues. Pour quelle raison ça a changé? Par sécurité, lutte contre le blanchiment, sécurité, système bancaire, etc., etc. Ça résout pas mal de problèmes. Nous, au Maroc, on a tendance à faire, surtout avant la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, il y avait un communiqué de la Banque du Maroc qui est malheureusement fait des signes comme quoi le Bitcoin sera banni au Maroc pour des raisons. Eux-mêmes ne savent pas, mais bon, c'est comme ça. Donc,
Voilà. Donc notre but était de faire comme vous, mais en acceptant aussi le liquide. Méfiez-vous. Oui, on a pas mal étudié la chose, surtout d'une manière sécuritaire. Moi, je travaille surtout dans le domaine de la sécurité, je connais les conséquences. Donc on a pas mal de fois contacté des autorités pour au moins avoir une forme juridique comme quoi on accepte. Bon, on ne trouve pas d'interlocuteur à la hauteur. C'est normal, on connaît les administrations anciennes. Donc est-ce que vous pensez que si un jour le Bitcoin est totalement banni sur un pays, est-ce que ce serait aussi banni dans le terme où on peut faire des boutiques à Internet? Est-ce que cela engendrera aussi des... Je ne sais pas exactement. Bien entendu. Si vous avez le Bitcoin qui est banni, qui est interdit sur un territoire, vous n'avez sacrément pas intérêt à créer un site web qui permet d'échanger du Bitcoin contre quoi que ce soit. Ne serait-ce que parce que pour faire fonctionner un site web qui accepte et qui vend et achète du Bitcoin, bah, vous avez besoin d'un compte bancaire pour pouvoir accepter les transactions en carte bleue. Et si le Bitcoin est interdit dans votre pays, aucune banque ne vous acceptera en tant que client. Je vais prendre une toute dernière question. Allez-y. Et alors la Chine qui l'a interdit, il paraît. Alors non, la Chine souffle. Interdit l'usage, pas l'usage, mais comment dire. La Chine souffle le chaud et le froid constamment depuis des années. En 2014, le gouvernement chinois avait interdit non pas l'utilisation du Bitcoin, mais avait interdit le change entre le Bitcoin et le yuan. Ça avait duré un an et demi. Ensuite, ils avaient un peu relaxé la chose. Là, il y a eu une deuxième vague qui a un peu coïncidé avec le congrès du Parti communiste chinois, où on parlait d'interdire le Bitcoin, d'interdire tous les échanges, d'interdire tout un tas de choses. Au final, la seule décision qui a été prise, c'est d'interdire les ICO en Chine. Donc aujourd'hui, les ICO sont interdites en Chine. Et aussi, un autre point intéressant, et je vais devoir finir là, c'est que vous avez tout un tas de pays qui veulent au moins réguler le concept des ICO, notamment en France, où vous avez l'AMF qui a lancé une consultation où n'importe qui a le droit de commenter sur est-ce qu'il devrait y avoir une régulation de ces entreprises qui font de l'appel à l'épargne quand même, et est-ce qu'il y aurait un moyen de réguler tout ça et de protéger notamment les gens qui souscrivent à ce genre de produits. Donc on ne s'oriente pas vers une régulation des crypto-monnaies en tant que telles, mais très clairement, au moins en France, également aux États-Unis, et la Chine qui l'a déjà interdit, au moins en France et aux États-Unis, une régulation de ce concept d'ICO qui est quand même quelque chose qui ressemble pas mal à des IPO, des levées de fonds d'entreprises par le biais de l'épargne. J'ai une toute dernière question. Je vous en prie. Concernant la clé que vous avez, par exemple, moi je suis mère de famille, je voudrais constituer une petite épargne pour mes enfants. Est-ce que c'est nominatif, est-ce que c'est mon nom, ou est-ce que je peux intégrer mes enfants dedans? Non. Alors, le Ledger Wallet, c'est juste un produit de stockage. Donc il n'est absolument pas nominatif. Considérez que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un coffre-fort. C'est-à-dire, nous, on vous vend un coffre-fort, c'est à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Par contre, lorsque vous venez à la maison du Bitcoin pour faire une transaction, cette transaction, elle est à votre nom. D'accord, bien sûr. Ensuite, vous pouvez demander à ce qu'on stocke ces Bitcoins que vous achetez chez nous sur ce genre de produit, sur une plateforme en ligne, sur un portefeuille de votre choix. Mais c'est cette transaction qui est à votre nom. D'accord, donc toute notion d'héritage, de transmission, de passage de capital en Bitcoin n'est pas possible. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si vous avez un portefeuille en Bitcoin, bah, c'est quelque chose qui peut rentrer dans un héritage et qui est donc soumis aux droits de succession et à tout ce genre de choses. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, il appartient, il est d'une personne. Disons que c'est à la personne de déclarer à son notaire, lorsqu'elle fait son testament, qu'elle possède un portefeuille en Bitcoin de tel montant. Je vous remercie.